Bonjour à tous, c'est Julien, je suis ravi de vous retrouver. C'est le troisième épisode du Vintubateur. Le Vintubateur, c'est la chaîne des amateurs de vin sur YouTube. On va passer quelques minutes ensemble pour voir ce qui s'est passé les semaines dernières dans l'actualité du monde du vin. Et puis on parlera ensuite un peu plus précisément d'un sujet qui me tient à cœur. Allez, c'est parti! Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines dans le monde du vin? On commence tout de suite avec la première news. La première information qui a retenu mon attention lors de mes recherches sur internet concerne le groupe Monsanto. Une étude du mois dernier en fait révélerait que 100% des vins californiens contiendraient des traces de glyphosate, la molécule du produit phare du groupe Monsanto, donc le Roundup. Cette étude a été menée à la demande d'une association Moms Across America et n'a pour le moment pas donné lieu à une réponse de la part de l'entreprise. Donc ce sont des résultats à prendre avec des pincettes, mais ils ouvrent la voie au questionnement concernant la volatilité des pesticides dans l'agriculture. Et moi, c'est surtout ce chiffre de 100% qui m'interpelle, puisque si on considère qu'en Californie, il y a aussi, et il y en a, des vignobles biologiques, ceux-ci pour autant seraient concernés par donc, la présence de ces glyphosates dans leur vin. Ça amène donc à se poser la question de la légitimité du label bio, malgré les bonnes intentions des vignerons qui veulent travailler dans le sens donc du respect de la terre, mais qui malgré la proximité avec les vignerons dits conventionnels, eh bien, récupèrent malgré eux les effets néfastes des produits chimiques. Donc on continue les news avec donc l'information relayée par le journal Sud-Ouest au 25 avril suite à l'Assemblée Générale des Vins de Bordeaux. Le président Bernard Fargès a donc fait un discours qualifié d'historique. Ce discours avait pour but de sensibiliser les vignerons bordelais sur une possible sortie du vignoble de l'utilisation des pesticides. La volonté du président est de donc sensibiliser les vignerons à l'utilisation raisonnée, voire nulle, de l'utilisation de ces produits, suite à la multiplication des plaintes d'associations qui s'organisent de plus en plus et qui montent des dossiers pour prouver la réelle nuisance dans le voisinage des propriétés de l'utilisation de ces produits, notamment des cancers développés de plus en plus sur certaines communes. Donc le discours avait surtout une vocation une portée, on va dire, plus idéologique. Pour l'instant, aucune feuille de route n'a été signée entre donc, les vignerons et l'interprofession. Du côté des vignerons, on entend évidemment le propos et la plupart sont bien d'accord pour dire qu'il faille aller vers une viticulture plus propre. Malgré tout, les impératifs économiques empêchent une telle sortie rapide. Il faudra bien sûr du temps pour y arriver et pour l'instant, il n'y a pas d'informations à ce sujet. On salue quand même le discours et puis on suit l'affaire de près pour savoir ce qu'il en sera dans les semaines ou mois à venir. Donc la dernière info que je voulais partager avec vous, c'est évidemment donc les problèmes de gelée qui ont eu lieu donc les semaines précédentes sur toute une bande partant de la Loire jusqu'à la Bourgogne, qui descend un petit peu aussi dans le Beaujolais et qui a aussi détruit pas mal de vignes dans le centre. Donc à ce sujet, on a tous vu ces images assez impressionnantes de petites chauffeuses placées dans les vignes pour essayer de minimiser les problèmes de ces gelées. Au-delà de ça, il faut bien voir que malheureusement le millésime 2016 pour ces régions-là risque d'être fortement compromis. On parle déjà de problèmes de production qui seraient donc rendus à presque la moitié, voire quasi nuls. À ce sujet, vous pourrez toujours aller regarder ma deuxième vidéo qui concerne donc le sujet des millésimes pénuriques et comment trouver les moyens pour sortir de cette problématique-là. Donc je vous invite à la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc le réel problème maintenant pour ces vignobles-là,
Donc pour l'année 2017, puisque ce sera l'année où, eh bien, seront mis sur le marché les millésimes 2016, pour ces vignobles-là, eh bien, c'est maintenant que se jouent les négociations pour eh ben, proposer du produit, de la matière pour l'année 2017, sachant que donc 2016 il n'y aura pas grand chose à vendre. Eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les cours déjà assez élevés dus à la qualité, la bonne qualité du millésime 2015 continuent à évoluer à la hausse, puisque eh bien, il faudra donc pallier ce manque de millésime 2016 avec toujours du 2015 qui lui n'est pas duplicable. Donc messieurs les vignerons, messieurs les distributeurs, messieurs les opérateurs, essayez de travailler tous de concert pour arriver à lisser donc lisser ces volumes qui devront donc jouer sur 2 ans maintenant, et puis surtout faire que donc ces vignobles qui sont entachés par ces problèmes de gelée ou de grêle eh ben, puissent quand même avoir une vie dans les rayons sur 2017, puissent avoir de la promotion quand même malgré tout, et surtout pour que le client eh bien, ne parte pas trop ailleurs et conserve quand même donc un intérêt pour ces vins-là. Comme je vous avais mis dans le titre de la vidéo, on va essayer de décrypter un petit peu quelques idées reçues que la plupart des gens peuvent avoir sur le vin et son univers. Alors je vais parler de ma propre expérience à moi. C'est parti, on va commencer avec la première petite anecdote. L'œnologue, dans l'esprit de pas mal de gens, c'est un mot un peu tiroir qui renferme un petit peu toutes les notions qu'on peut avoir dans le vin, hein, de la dégustation au travail technique, au travail de chai, de la viticulture et même de la distribution. Alors je voulais juste reclarifier un petit peu le cadre, et donc dire donc aux personnes qui regardent la vidéo et qui souhaitent en apprendre peut-être un petit peu plus et savoir comment mieux utiliser les termes. Je vais reprendre une définition que j'ai trouvée sur internet de la RVF. Je vais me permettre de la lire parce que je la trouvais assez poétique déjà. L'œnologue, c'est un chimiste, mais qui œuvre de façon discrète à la destinée d'un vin. Voilà. Donc le mot important là, c'est chimiste. Hein, le métier d'œnologue est très clairement identifié à celui d'un scientifique. Le diplôme national d'œnologie, DNO, est décerné par les facultés de sciences. Donc le champ de compétences de l'œnologue, eh bien, ça va donc de la vigne jusqu'à la vinification, c'est-à-dire que il va pouvoir aider, conseiller les vignerons donc, dans leur pratique culturelle et dans leur vinification, pour qu'à terme le vigneron puisse présenter à ses clients un vin qui soit loyal et marchand comme on disait à l'époque, mais qui aujourd'hui correspond plus donc à un conseil technique qui va aller dans le sens du client, c'est-à-dire l'œnologue va proposer des solutions pour mettre sur le marché des vins qui à l'instant T sont surtout en rapport avec la demande des clients. Donc c'est un fait pour le consommateur. L'acte d'achat d'un vin est quand même assez compliqué. Donc il a besoin de repères. Donc une étiquette de vin propose donc des mentions légales comme on le voit ici, mais aussi peut proposer des mentions dites complémentaires qui relèvent plus du marketing. C'est là-dessus où je voulais en venir, puisqu'il y a certains aspects du marketing qui pour moi s'apparentent plus à quelque chose de préjudiciable, puisque ça peut être considéré, je trouve, comme des leurres. Je veux parler donc de ces petits macarons qu'on trouve sur certaines étiquettes de certains vins et qui vont essayer de rappeler un petit peu la notion de médaille. Donc la médaille, elle est entièrement réglementée par donc, un concours. Quand le macaron, lui, est juste là à titre décoratif,
Mais comme on sait que le client, s'il n'est pas conseillé par un caviste dans un lieu dédié à l'achat du vin, mais je pense plutôt à la grande distribution par exemple, lorsqu'il est seul face à un rayonnage, eh ben, il se peut que l'amalgame se fasse assez vite, puisqu'on sait qu'en plus le client a très peu de temps pour choisir son produit. Sur un même linéaire, quand il va y avoir donc des produits estampillés avec une médaille et puis des produits estampillés avec des macarons, s'il ne fait pas forcément bien attention à ce qu'il va faire, eh ben, il va pouvoir à un moment donné choisir un produit avec un macaron pensant que c'est une médaille. Donc je le dis, faites bien attention lorsque vous choisissez vos vins. Le macaron, vérifiez bien à l'intérieur, donc si vous souhaitez avoir un vin médaillé, eh bien qu'il y ait la mention concours général agricole de Paris ou de Mâcon ou autre qui vous valide bien que ce produit est bien médaillé et que ce n'est pas simplement quelque chose de décoratif. Alors une autre notion dont je voulais vous parler, qui me paraît complètement désuète aujourd'hui et qui pourtant prête encore à amalgame auprès du client, c'est la notion grand vin de Bordeaux. C'est une notion qui a été inventée au milieu du XXe siècle, à l'époque où la viticulture s'est modernisée et où la consommation de vin ne devenait plus que alimentaire, mais aussi plaisir. Sur les propriétés, on distinguait la production, on va dire plutôt donc type alimentaire, de la production plus haut de gamme, grâce à cette petite mention. Aujourd'hui, le vin alimentaire n'existe quasiment plus, donc tout ce qui sort des chais des vignerons est, on va dire, donc considéré comme consommation plaisir. Malgré tout, dans la tête des clients aujourd'hui, de certains clients que j'ai pu rencontrer, grand vin de Bordeaux est égal à grand cru classé. Et c'est donc là où je veux en venir. Donc si le client est mal informé ou si il pense avoir la bonne information et qu'elle ne l'est pas, eh bien c'est encore une erreur qu'il commet bien malgré lui. Je prône donc pour l'annulation complète de cette mention complètement facultative qui prend pas mal de place des fois sur les étiquettes de grand vin de Bordeaux qui ne sert pour moi strictement à rien. Donc le vin, c'est un marqueur social. Quand on le sert, on fait passer un message à ses convives. Donc on cherche à valoriser au maximum le produit qu'on va faire déguster. Et effectivement, la carafe, c'est aussi un outil pour ça. Malgré tout, je vois encore beaucoup de gens qui pensent que le carafage est systématique sur les vins, notamment les vieux vins. Ce qui n'est pas vraiment une erreur, puisque sur les vieux vins, le carafage peut être intéressant uniquement dans le but de la filtration. C'est-à-dire que sur les vieux vins, le dépôt se crée au fil des ans. Et donc le fait de carafer en fait, le vin permet de laisser donc, au fond de la bouteille le dépôt qui n'est pas consommable. Encore faut-il donc utiliser un outil adapté pour ça, donc une carafe qui n'aura pas donc de fond plat et qui donc ne permettra pas un contact trop important avec l'oxygène. Puisque hormis on va dire quelques grands crus classés qui peuvent se permettre donc d'être oxygénés assez vigoureusement après 20 ou 30 ans de bouteille, la plupart des vins que l'on consomme, eux ne méritent pas ce type de traitement, et j'irais même jusqu'à dire que ça leur fait plus de mal que de bien. Donc faites très attention quand vous souhaitez donc servir du vin. Si vous êtes donc sur des produits on va dire de milieu de gamme et que le vin que vous servez on va dire à plus de 15 ou de 20 ans, voire même 10 ans parfois, faites très attention avec l'utilisation de la carafe. Donc je voulais terminer cette vidéo avec une dernière idée reçue qui nous donne pas mal de fil à retordre. C'est donc la notion de sulfite, souvent que les gens nous envoient un petit peu comme ça à la figure, comme un gros mot. Alors je stigmatise pas du tout les consommateurs, je pense que au sujet des soufres, de l'utilisation du soufre dans la production de vin, ils sont assez mal renseignés. En tous les cas, les relais d'information comme la télévision au moment des foires au vin qui proposent des reportages donc, sur les vins soufrés et qui les diabolisent un petit peu, font beaucoup de mal
aux consommateurs et leur font faire quelques amalgames. Donc le vin, c'est un produit de transformation, hein, c'est pas un produit naturel, le vin ne se crée pas tout seul, c'est l'homme qui transforme la matière pour en faire du vin. Le soufre est utilisé, donc moi j'aime à dire un petit peu comme un médicament, hein, il va plutôt aider à la production du vin plutôt que lui desservir. Alors, évidemment, son utilisation est bien évidemment réglementée, hein, et le moins on peut en utiliser, le mieux c'est pour tout le monde. Mais voilà, je voulais simplement que les choses soient bien claires. N'ayez surtout pas peur quand vous voyez la mention contient des sulfites sur l'étiquette. L'utilisation du soufre est tout à fait normale dans le processus de fabrication du vin. Voilà, le Vintubateur épisode numéro 3 c'est maintenant terminé. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Surtout n'hésitez pas à aimer la vidéo, donc c'est le petit pouce qui est comme ça. Hein, donc appuyez dessus, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout aussi partager la vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir visionner cette vidéo et faire que la communauté s'agrandisse. Ça nous ferait bien plaisir. Laissez des commentaires surtout aussi si vous le souhaitez, soit sur la vidéo dans la zone commentaire en dessous, soit sur la page Facebook du Vintubateur que vous pouvez trouver sur Facebook en tapant Vintubateur, ou alors si vous voulez qu'on communique directement, à ce moment là j'ai aussi un compte Vintubateur, donc là vous me demandez une invitation, je vous accepterai bien volontiers et on pourra échanger ensemble. Sur la page Facebook du Vintubateur, vous avez la liste des prochaines vidéos, des sujets en tous les cas qu'on souhaite traiter dans l'émission. Donc si vous avez des recommandations, des choses à dire, on fera passer les infos. Surtout, ce que je demande, c'est de bien notifier vos sources, c'est important. Voilà, et puis il y a aussi le compte Twitter, évidemment, pour suivre l'actualité du Vintubateur au jour le jour. Voilà, et je vous dis à très bientôt, et puis je vous souhaite de passer une bonne fin de journée si vous êtes en journée, et une bonne nuit si c'est déjà le soir. Allez, ciao!